Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous retrouvez toutes les informations et les autres épisodes du podcast en ligne sur le site paroledhistoire.fr. On discute aujourd'hui avec Agnès Graceffa pour évoquer la figure singulière et méconnue à laquelle elle a consacré un ouvrage, la médiéviste Raissa Bloch. Je suis avec Agnès Graceffa, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, médiéviste, vous travaillez actuellement au Musée de la Résistance de Belgique, mais vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire médiévale, sur la médiévistique française, allemande au 19e et au 20e siècle. Et on va discuter aujourd'hui d'un livre que vous avez publié aux éditions Belin en 2017, Une femme face à l'histoire, itinéraire de Raissa Bloch, Saint-Pétersbourg, Auschwitz, 1898-1943. Alors on l'aura compris avec ce titre de Saint-Pétersbourg à Auschwitz, c'est une histoire tragique, c'est un destin brisé par la guerre, par la déportation, par l'assassinat de Raissa Bloch, et donc c'est un livre profondément touchant, mais c'est aussi un livre à travers l'itinéraire de cette femme qui était poète, qui était historienne, qui restitue tout un moment de la vie intellectuelle européenne du 1er XXe siècle, aussi bien en Russie qu'en Allemagne et en France, et donc c'est un livre extrêmement intéressant, en plus d'être, comme j'ai dit, très fort, très touchant autour de cette femme. Alors pour parler de cet ouvrage, je voudrais d'abord vous demander comment vous avez rencontré ce personnage très méconnu aujourd'hui qu'est Raissa Bloch et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur elle ? Alors je l'ai rencontrée tout à fait par hasard en travaillant sur la correspondance de Ferdinand Lott, donc qui est historien médiéviste de la première moitié du XXe siècle. Et c'est en travaillant donc sur sa correspondance qui est déposée à l'Institut que j'ai trouvé quelques lettres d'une Raissa Gorlina, d'une Raissa Blocha et d'une Michelle Gorlina. Et étant donné que mon travail alors était centré sur les femmes médiévistes, j'ai identifié ces 3-4 pseudonymes, enfin en tout cas noms, comme étant ceux de la même personne, Raissa Bloch Gorlin, historienne russe, qui était arrivée en France en 1933. Et la force même de ces lettres m'avait touchée alors, je les avais laissées de côté, et puis le hasard a fait que j'ai trouvé une autre source sur elle qui m'a fait prendre conscience de l'intérêt de son parcours et de sa vie, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir en Russie pour en savoir plus sur elle. Et d'abord d'écrire un article, et puis je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup plus à dire, et donc cet article est devenu une biographie, un ouvrage en tant que tel. Cet ouvrage, vous l'appuyez en particulier sur les écrits, les lettres, la correspondance, et puis les textes de Raissa Bloch. Où est-ce que vous avez dû aller les chercher ? Oui, alors je me suis vraiment appuyée principalement sur la correspondance, car Raissa Bloch a énormément écrit et ses lettres ont été conservées par de nombreux correspondants. Ça, c'est ma chance, la chance des historiens. Donc essentiellement à Paris et à Saint-Pétersbourg, mais également en Allemagne, et un nombre certain en Allemagne, mais également aux États-Unis et en Israël, et des archives administratives en Suisse ont complété un petit peu tout cela. Donc ça a été une longue collecte d'archives privées essentiellement, qui a permis vraiment de retrouver ce parcours presque parfois au jour le jour, presque parfois heure par heure, parce que voilà, les lettres étaient multipliées, surtout dans les temps troubles où on ne savait pas si les lettres allaient arriver ou pas. Eh bien, on n'hésitait pas à écrire plusieurs fois le même jour. Donc voilà, parfois j'ai été vraiment très chanceuse dans ma collecte, et ça m'a permis de reconstituer ce parcours. Alors un parcours extrêmement riche et mouvementé, je le suggère en 2 mots et on va revenir sur certains de ces moments. Elle grandit à Saint-Pétersbourg, où elle connaît ensuite, elle a 16 ans lorsque la Grande Guerre éclate, puis c'est la Révolution, et cette révolution qui amène au pouvoir les bolcheviks, elle est arrêtée, elle quitte ensuite l'URSS, elle arrive en Allemagne, c'est la montée du nazisme, elle quitte l'Allemagne pour la France, et là la France évidemment qui devient la France
France vaincue, occupée, le régime de Vichy, ce qui l'a conduit, elle et sa famille, à leur perte tragique. Donc une histoire aux prises avec les violences du XXe siècle, avec les bouleversements du XXe siècle. Tout commence pourtant dans une famille aisée et relativement aimante de Pétersbourg. Oui, une famille protégée, certes juive, mais le père qui était avocat avait acquis une autorisation de résidence, qu'il tenait de son père lui-même. Donc la famille a de bons revenus, elle habite le centre de Saint-Pétersbourg, elle bénéficie d'un très bon environnement culturel, et la mère de Raïssa est elle-même traductrice, et donc c'est sous de très bons auspices que grandit la petite Raïssa. Elle tisse d'ailleurs dans l'enfance, dans sa jeunesse, des liens qu'elle va conserver tout au long de sa vie, et donc quand éclate la révolution, elle est déjà à l'université, elle est en première année à l'université d'histoire, et elle s'engage aux côtés d'autres étudiantes, notamment étudiantes juives, pour apporter des vivres à la population, pour secourir les blessés, comme ça s'est fait énormément dans ces milieux de la bourgeoisie intellectuelle russe, qui a adhéré vraiment massivement à la révolution de février, et encore pour beaucoup à la révolution d'octobre. Alors vous l'avez dit, elle suit des études à l'université, c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on ne le pense, aussi bien dans la Russie tsariste que dans la Russie bolchevique. Des femmes assez nombreuses faisaient des études, voire devenaient professeurs. C'est quelque chose qui est peut-être plus possible à la limite dans ce pays qu'en France à la même époque. Alors, tout à fait. Il y avait eu une politique assez volontaire pour l'éducation des filles, et donc les filles dans l'univers tsariste ne pouvaient pas rentrer à l'université, mais elles avaient une sorte d'université parallèle qui était, dont les cours étaient professés par des hommes, par les mêmes professeurs qu'à l'université, donc masculine, et effectivement ça a permis à certaines d'entre elles de commencer d'initier de véritables carrières professorales, et notamment pour les plus douées d'être envoyées en Suisse, en Allemagne, en France pour continuer leurs études et ensuite revenir en Russie, et là la prise de pouvoir bolchevique a permis de faire sauter le dernier verrou, c'est-à-dire que les bolcheviks ont initié l'université mixte, et à partir de ce moment-là, certaines professeurs donc qui étaient cantonnés aux établissements féminins ont pu devenir professeurs à l'université nationale mixte en tant que femmes. Alors ces bolcheviks, ils vont évidemment faire subir au pays une dictature extrêmement violente, et elle-même va en subir la répression, mais il faut ajouter malgré tout qu'au tout début de l'URSS, au tout début de la Russie soviétique puis l'URSS, il y a une période aussi de foisonnement artistique qui a été complètement étouffée ensuite sous le stalinisme, mais c'est la période où Lunacharsky est commissaire à la culture, où il y a des projets éditoriaux notamment qui sont lancés tous azimuts, et Raïssa Bloch, toute jeune femme éduquée, participe fortement à ces mouvements. Oui, tout à fait. Elle participe de manière très enthousiaste à ces moments, notamment au projet de la Maison des Arts, qui était au départ un projet donc de traduction pour la mise à disposition de toute la littérature mondiale à l'ensemble de la population russe, donc un projet très généreux. Voilà, on imagine qu'on va alphabétiser les masses définitivement, ça a déjà un peu commencé, et puis qu'on va leur donner à lire Stendhal, Dickens, Shakespeare, et donc qu'il faut traduire ça dans des éditions populaires pour le prolétariat. Exactement. Et donc pour ça, il faut former beaucoup de traducteurs, et pour former ces traducteurs, on veut faire une pierre deux coups, c'est-à-dire permettre à beaucoup de poètes, écrivains, parce que voilà, ils sont nombreux à ce moment-là, qui n'ont plus de revenus du fait de la Révolution, donc leur permettre d'avoir un lieu pour vivre, pour enseigner, et donc pour habiter, parce que la Maison des Artistes, donc à Saint-Pétersbourg, c'est aussi, il y a aussi des logements, et donc Raïssa va participer à ces cours de traduction, va se révéler aussi
aussi elle-même comme poète, et donc elle va vraiment intégrer ce groupe des intellectuels artistes, et elle y est d'autant plus poussée parce que son grand frère a le projet de monter une maison d'édition, et donc voilà, entre elle et son frère, c'est une histoire aussi très forte, et donc elle va le seconder dans ce projet de maison d'édition. Cet investissement dans cet univers artistique, il est aussi permis parce que, on le comprend, c'est une linguiste tout à fait brillante. Elle maîtrise évidemment le russe, mais aussi le français, l'allemand, le latin, en devenant médiéviste. Donc, elle va passer sa vie en fait à naviguer entre ces différentes langues. Oui, c'est assez impressionnant parce qu'elle maîtrise complètement donc l'anglais, le français, l'italien, le russe. Elle sait déjà un petit peu d'allemand et elle va l'apprendre véritablement quand elle sera en Allemagne. Et quand elle doit travailler sur des ouvrages en polonais ou en espagnol, ça ne lui pose absolument aucun problème d'acquérir ces nouvelles langues en l'espace de quelques mois. Donc elle a une capacité effectivement à traduire et à apprendre les langues, et elle va être une très bonne traductrice donc de poésie du français vers le russe et de l'italien vers le russe, poésie et théâtre. Donc ça a été une de ses activités durant toute sa vie. Cette participation à la vie culturelle foisonnante de la Russie bolchevique, pour elle, connaît une interruption brutale à partir de 1921. Elle est d'abord arrêtée, ensuite elle quitte le pays, elle fait face à l'arbitraire du pouvoir. Tout à fait. En fait, elle quitte le pays de manière volontaire, avant tout parce qu'elle n'a pas voyagé et qu'elle souhaite découvrir l'Europe occidentale. Donc, elle a l'opportunité, par le biais de sa professeure, Olga Dobiash-Rozdzenskaya, de faire une mission de recherche à Berlin pour identifier tout simplement des manuscrits médiévaux. Et donc elle saisit cette opportunité immédiatement, et elle pense que ce ne sera qu'un séjour de recherche, donc de 6 mois au départ, et qu'elle reviendra ensuite à Saint-Pétersbourg, à Petrograd. Et d'ailleurs, pour preuve, elle laisse tous ses documents officiels à Petrograd, et ça lui posera de gros problèmes une fois sur place à l'université berlinoise, puisqu'on lui refusera l'entrée à l'université et dans les archives dans un premier temps. Donc elle part effectivement, on peut dire, dans un état psychologique sans doute un peu bouleversé par l'arrestation, par la situation qui se dégrade, mais néanmoins ce n'est pas une démarche d'exil comme le font d'autres. Elle adhère toujours, a priori, au régime en place. Cette arrestation, on peut expliquer ses motifs ou son contexte ? Alors, malheureusement, on le connaît mal, c'est-à-dire que il y a des pistes pour expliquer ce contexte, mais ça reste assez trouble et peu compréhensible. Ce qui est clair, c'est que c'est visiblement une intervention directe donc de Lunacharsky qui a permis sa libération donc d'elle et de sa belle-sœur. Et donc on ne sait pas de manière certaine si cette arrestation est juste due à la fortune de sa belle-sœur, fortune qui aurait été transférée en Finlande, ou bien si cette arrestation est liée à l'affaire Tangantsev, donc une affaire d'espionnage politico-littéraire, intellectuel, qui a permis au gouvernement bolchevique de se débarrasser d'une partie des intellectuels, notamment des intellectuels qui avaient appelé à l'aide internationale pour aider le peuple contre la famine. Voilà, c'est la famine, la fin de la guerre civile, voilà. en 1921. Mais les choses ne sont pas claires du tout, et j'espère encore pouvoir trouver des dossiers de police qui permettent véritablement de savoir ce qui s'est passé. Ça n'est pas certain. Alors ce voyage qui devait être provisoire devient un exil définitif hors de Russie. Elle est fixée en Allemagne par la suite, et elle va ensuite fréquenter les cercles exilés russes en Allemagne.
je pense qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui l'incroyable ampleur de cette émigration russe en Allemagne. Il y a des journaux en russe, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fui la Russie bolchevique de diverses façons pour vivre en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette scène allemande extrêmement russifiée à l'époque, dans les années 20 et 30? Alors justement, au début des années 20, c'est vraiment le grand moment du Berlin russe. Les Russes se concentrent notamment à Charlottenbourg, qui prend le nom de Charlottengrad, tellement il y a de Russes. Alors l'Allemagne est dans une situation très fragile, donc cette arrivée massive de population russe accentue les difficultés, donc difficultés de logement, mais néanmoins cette population qui arrive est une population très particulière, puisque c'est une population qui, au début en tout cas, a des moyens assez élevés et qui est très cultivée intellectuellement de milieu supérieur, et donc ça n'est pas l'émigration massive qu'on connaît habituellement de populations qui sont plutôt pauvres et socialement défavorisées. Donc c'est une particularité, et parmi cette émigration il y a énormément de professeurs, d'écrivains, d'artistes de tout genre, et donc qui vont recréer très vite une scène artistique au sein de Berlin, notamment au début des années 20 et puis encore à la toute fin des années 20, mais disons que les personnages majeurs, les acteurs majeurs de cette scène ont tendance à partir de Berlin à partir de 1926-1927. Alors parmi ces personnages majeurs, il y a un écrivain déjà fameux qui est Cyrine, plus connu des auditeurs, des auditrices sous un autre nom. Oui, donc Vladimir Nabokov, qui lui a suivi son père dans son exil à Berlin, donc qui est une figure extrêmement connue, d'abord du fait de la notoriété de son père qui était politicien, et puis par ses écrits lui-même, parce qu'il devient très rapidement, en tant que poète, le poète préféré de l'émigration russe, et puis il se met à écrire également des romans, et notamment Roi, Dame et Valet, qui va recueillir un très bon succès. Donc c'est une figure connue et reconnue. Il écrit dans le journal Roule, et ses critiques sont extrêmement suivies. Donc Roule, qui était un journal russe publié à Berlin. Et donc il a une très grande surface sociale. Alors on découvre dans votre ouvrage les côtés souvent déplaisants du personnage, puisque Raissa Bloch elle-même est une jeune femme qui aspire à la poésie, qui anime des réunions littéraires, et les choses ne sont pas simples vis-à-vis de Nabokov, alias Cyrine. Oui, alors Raissa Bloch, une fois à Berlin, va d'abord se concentrer sur son activité intellectuelle de médiéviste, passer un doctorat et tenter de se trouver une petite place donc comme médiéviste, et en parallèle elle va reprendre son activité de poète, et dans le cadre de cette activité poétique elle va publier un premier recueil, et elle va créer avec un tout jeune homme de 18 ans qui s'appelle Michel Gorlin, qui deviendra son mari. Voilà, tout à fait. Donc le club des poètes russes de Berlin, ou des jeunes poètes russes de Berlin. Le nom évolue parfois, change parfois, et donc c'est un club tout à fait informel, mais qui part du principe que il y a encore en 1928, puisqu'on est là en 1928, beaucoup de talents de jeunes poètes qui écrivent en russe, et que ça ferait du bien de se rassembler très régulièrement, d'écrire ensemble et de faire des publications communes, peut-être un journal, peut-être des soirées. Donc tout ça est très chatoyant, et c'est fait vraiment avec beaucoup de fantaisie, parce que autant Raissa que Michel Gorlin ne se prennent absolument pas au sérieux, en tout cas si on en croit leurs écrits, et c'est assez étonné que il voit arriver donc Vladimir Nabokov à l'une de ces soirées, surtout que Nabokov a été très critique envers Raissa Bloch, et que Raissa est quand même l'organisatrice de ces soirées, et donc il participe néanmoins à plusieurs de ces soirées. Disons qu'il profite de la bonne ambiance.
en fait, on a un témoignage très clair de ce qui se passe, parce que Michel écrit et il tient en fait un journal de toutes ces soirées, en mettant le nom des personnes qui ont participé, les textes qui ont été lus, et certains textes qui ont été inventés ensemble, des collages, des photos, toutes sortes de choses. Et donc ce journal, il a été conservé, et donc on sait exactement comment ça se passe. Et c'est vrai que on voit à travers ce témoignage un Nabokov qui est assez méchant avec les jeunes poètes, et qui est très élitiste, qui veut bien avoir un sens de l'humour, mais à condition que ce soit en sa faveur, mais pas vis-à-vis des autres, et absolument pas de manière bienveillante. Et donc ça laisse effectivement une image de Vladimir Nabokov assez négative. Qui correspond en même temps au personnage qu'on connaît, élitiste et assez méprisant avec la littérature de son temps. C'est pas une surprise complète. Alors revenons sur le volet fondamental de son activité de médiéviste, parce que en arrivant à Berlin, elle va s'insérer dans les réseaux et le fonctionnement de la médiévistique allemande, et en particulier de ce grand monument d'érudition que sont les Monumenta Germaniae Historica. Alors peut-être qu'en 2 mots, on peut présenter de quoi il s'agit et comment elle va y trouver sa place. Oui, alors les Monumenta ont été fondés au début du 19e, et donc c'est avant tout un institut, d'abord indépendant, d'édition de textes médiévaux, tardo-antiques et médiévaux, et donc c'est un institut qui s'est développé progressivement et qui a acquis une réputation internationale dans l'édition des sources, dans la critique des textes. Et l'un des professeurs qui dirige certaines des collections dans le Berlin des années 30, c'est des années 20 et des années 30, c'est Albert Brackmann, qui est également directeur des archives prussiennes, et qui enseigne également à l'université de Berlin. Et donc c'est auprès de Albert Brackmann que Raissa Bloch écrit sa thèse. Sur quoi porte-t-elle ? Et donc elle porte sur la politique monastique de Léon IX dans les territoires de Bourgogne et d'Italie. Donc c'est une thèse qui a fait date, elle a été publiée, et elle est toujours relativement utilisée, parce que Léon IX, c'est un pape qui est en même temps assez intéressant, parce qu'il est précurseur de la réforme grégorienne, mais il est assez peu étudié. Donc voilà, c'est un des travaux qui travaille sur sa politique monastique, et qui reste intéressant. Donc la thèse est visiblement réussie. Et donc Albert Brackmann lui propose, elle est soutenue en 1928 et fin 1927, et en 1928 Albert Brackmann lui propose d'être assistante en fait auprès de lui, donc au Monumenta, mais pour le projet de la Germania Pontificia, donc pour repérer les lettres envoyées par le pape en Allemagne, aux évêques allemands, à l'épiscopat de la zone allemande, et pour les éditer, ce qui sera fait très progressivement en Allemagne, les volumes sont encore en cours d'édition. Alors du coup, c'est un travail qui est un travail considérable, très minutieux, très fastidieux aussi, en vous lisant à plusieurs reprises, aussi bien pour le passage en Allemagne que pour le passage de Raissa Bloch en France. Je me suis dit que cette femme était restée une intellectuelle précaire par certains côtés, c'est-à-dire qu'elle a pu développer son activité de médiéviste et faire des travaux d'histoire médiévale, mais souvent des travaux d'érudition assez ingrates. Elle n'a pas accédé à un poste de professeur, peut-être n'était-ce pas possible dans les années 20 et 30, mais en tout cas, elle a été un peu reléguée à des tâches extraordinairement difficiles, fastidieuses, répétitives. Alors, durant toute la période où elle travaille donc auprès d'Albert Brackmann en Allemagne, elle est donc d'abord rémunérée à la tâche, puis ensuite elle semble avoir une forme de contrat à mi-temps.
Et ce qui est clair dans ces lettres, c'est qu'Albert Brachmann lui promet régulièrement un poste fixe, mais ce poste n'arrive jamais et finalement le contrat s'arrête au moment de la prise de pouvoir d'Hitler. Et sa situation finalement va encore se dégrader en France, où les possibilités d'avoir un travail fixe sont encore moindres, puisque d'être enseignante à l'université, ça c'est tout à fait impossible pour une femme, en tout cas en histoire médiévale, et les autres possibilités de travail dans des instituts, ils sont extrêmement réduits, ils n'existent quasiment pas, donc elle est vraiment à ce moment-là, à partir de 1933, obligée de faire des travaux qui sont alimentaires et alors qui heureusement ont à voir avec l'histoire, mais ça n'est pas elle qui va choisir ni le travail qu'elle effectue, ni même les domaines de recherche. Et quand elle réussit à travailler pour elle, c'est vraiment plus que sur son temps libre, puisque son temps est quand même prioritairement consacré à ce travail alimentaire. Donc effectivement, le terme d'intellectuel précaire, il n'existait, je ne crois pas à l'époque, mais il correspond tout à fait à sa situation. Parce que c'est vrai que la situation en France, effectivement, elle va collaborer à une revue de pharmacie, de l'histoire de la pharmacie, donc ça touche un petit peu à l'histoire médiévale, mais c'est effectivement alimentaire. Elle participe aux notices du grand dictionnaire du latin médiéval, le Ducange, mais payé à la notice, donc il faut en faire beaucoup pour arriver à quelque chose de décent, et on comprend en vous lisant que c'est très difficile, elle vit dans des conditions matérielles précaires, et puis les traductions, elle complète ici et là, donc là, on retrouve un sort qui finalement pourrait faire écho à beaucoup de situations contemporaines, peut-être de gens d'ailleurs qui nous écoutent, qui ont du mal à vivre de leur travail intellectuel dans des conditions, alors là en plus avec la fermeture relative de l'université à une femme qui est en plus immigrée, juive, c'est très compliqué. Tout à fait. Et donc elle multiplie en fait les sources de revenus. En Allemagne, elle donne énormément de cours, également de cours particuliers, dont durant toute la période allemande, elle a également toutes ces traductions qu'elle effectue, et puis elle rédige des contes aussi, un petit peu, donc des contes pour enfants, un petit peu à la ligne, vraiment toute une production, mais qu'elle fait parce que à Berlin, elle est, grâce à son frère, qui a sa maison d'édition donc à Berlin, elle est en contact très direct avec les maisons d'édition. Une fois qu'elle est à Paris, son frère ne la suit pas, en tout cas il n'arrivera à Paris qu'en 1939, et donc il n'y a plus ce filet familial, et donc elle se retrouve vraiment très seule, et la personne qui va l'aider de manière extrêmement bienveillante, c'est Ferdinand Lott. Donc mon historien médiéviste sur lequel j'ai commencé le travail, mon travail qui m'a amené à Raïssa. Et donc c'est Ferdinand Lott qui va lui trouver un logement, qui va lui trouver ses travaux, qui va avoir à travers le comité du Cange une action vraiment extrêmement militante presque envers elle et envers Vladimir Lossky, donc un autre émigré russe qui prend ainsi sous sa coupe et auquel il fournit ce travail qui est certes extrêmement mal rémunéré, très répétitif, qui a le mérite d'exister, mais voilà, qui leur permet à eux deux d'exister. Et Ferdinand Lott ira jusqu'à salarier sur son propre salaire Vladimir Lossky, donc qui lui est chargé de famille et qui va devoir aussi cacher ses enfants durant la guerre, donc il y a également une condition très, très difficile, et donc c'est très touchant de voir
le désintérêt finalement et à la fois la bienveillance de Ferdinand Lott à l'égard de ces personnes. Et Ferdinand Lott, par ailleurs, s'investit dans beaucoup d'associations pour aider justement les intellectuels allemands et autrichiens qui doivent émigrer du fait du nazisme, et il tente pour Raïssa Bloch de lui trouver des places à l'université aux États-Unis, ou bien alors des mécènes américains qui permettraient de lui faciliter un petit peu sa vie. Ça sera d'ailleurs, il y aura une petite bourse qui sera donnée par un Américain via Ferdinand Lott pour lui permettre de gagner quelques mois. Donc voilà, il a cette action extrêmement forte au point de vue humaniste, on peut dire. Et puis au point de vue intellectuel, puisque c'est aussi l'insertion dans toute une série de réseaux de la médiévistique française cette fois, puisque chez Ferdinand Lott, qui reçoit beaucoup, on croise Marc Bloch, on croise Étienne Gilson, donc il y a tout un univers de l'histoire médiévale française qui transparaît aussi dans ce moment. Oui. Et alors là, Raïssa Bloch apporte véritablement quelque chose, puisqu'elle amène avec elle toute cette connaissance de la médiévistique russe et de la médiévistique allemande. Et on peut voir combien les Français s'étaient fermés à la médiévistique allemande après la Première Guerre mondiale. C'est vraiment très clair. Je vais raconter une petite anecdote. Quand Raïssa Bloch est encore à Berlin, donc elle travaille au Monumenta et elle travaille avec des collègues donc des Allemands, des jeunes docteurs allemands qui font des recherches en France, notamment Gerhard Kler ou Johannes Ramacher, qui doivent aller à Paris pour des séjours de recherche. Eh bien, ces personnes n'ont absolument aucun contact avec les médiévistes français. Et donc, c'est Raïssa qui, elle, donc, étant à Berlin, a des amis russes qui sont à Paris, et elle les recommande à ses amis russes pour les introduire à la Bibliothèque nationale, aux archives, etc. Et donc ces jeunes Allemands bénéficient de l'aide de Raïssa pour aller dans les archives parisiennes, alors que Raïssa elle-même n'est jamais allée à ce moment-là encore dans les archives. Et c'est la même chose donc une fois qu'elle arrive en France. Elle fait le lien avec les communautés et elle présente au séminaire de Ferdinand Lott les travaux récents de l'historiographie allemande. Et donc c'est vraiment un apport qui est double. C'est une passeuse intellectuelle. Oui, tout à fait. Et qui est double en même temps dans les contenus. Donc, c'est-à-dire que la médiévistique française a accès, grâce à elle, à certains contenus, mais aussi pour avoir une idée plus exacte de ce qui se passe en Allemagne. Et donc, on voit par les écrits de Ferdinand Lott et de Raïssa Bloch qu'à plusieurs moments dans le séminaire, Raïssa explique à ses collègues étudiants et jeunes historiens comment ça se passe en Allemagne en 1933, en 1934-35, parce qu'elle y retourne en 1935, et comment est-ce que toute une partie de l'intelligentsia allemande refuse le nazisme, mais qu'il y a cette pression populaire contre laquelle on ne peut pas lutter. Alors justement, ce nazisme, on avait un petit peu anticipé, mais c'est ce qu'elle quitte, c'est ce qu'elle fuit en 1933 pour rejoindre la France. Et dès finalement le début des années 30, on se rend compte que même dans son travail, la montée du nazisme est quelque chose d'inquiétant. Vous avez parlé d'Albert Brackmann, lui-même est spécialiste de ce qu'on appelle l'Ostforschung, la recherche sur l'Est en Allemagne, qui est extrêmement politisée à l'époque, puisque c'est tout le rapport des Slaves aux Germains, enfin plutôt des Germains aux Slaves, et donc ça entre en résonance avec les théories nazies, avec les conceptions nazies de l'espace vital, de l'infériorité raciale des Slaves, etc. Donc on sent, même avant la prise du pouvoir d'Hitler, que c'est quelque chose qui pèse sur son travail, sur son quotidien, sur son regard vis-à-vis des collègues. Tout à fait. Alors ça, c'est très très visible dans ses lettres, puisqu'elle explique la dégradation de l'atmosphère générale, des conditions de vie aussi des Allemands, et elle est très très sensible à ça. Donc notamment durant l'année 1932, où
où on voit véritablement, presque jour après jour, une dégradation, une atmosphère qui devient de plus en plus pesante. Elle écrit dans une lettre, elle fait la métaphore comme si elle était sous une cloche dont on enlèverait progressivement l'air. Donc voilà, elle a physiquement des problèmes de respiration et elle sent que ses collègues se protègent en tentant de recréer une sorte de microcosme intellectuel, mais on ne parle pas de politique, on ne parle de moins en moins et à la fin plus du tout de ce qui se passe. Visiblement, il y a beaucoup de méfiance, donc elle essaie de se faire la plus petite possible, et tout ça jusque janvier 1933. Et c'est clair que au moment de la prise de pouvoir d'Hitler, eh bien, elle sait ce qui l'attend. Elle n'a aucune hésitation sur le fait qu'il faut partir et que il y a danger à rester. Et parmi ses amis, donc du club des poètes qui existe encore, donc début 1933, eh bien tous vont se disséminer. Alors certains font le mauvais choix de partir à l'est, notamment vers la Lituanie, vers la Pologne. Ils seront tous pour ceci exécutés ou assassinés à Auschwitz. Mais pour ceux qui partent donc vers l'ouest, c'est soit la France, soit les États-Unis, soit l'Angleterre. Et donc avec des destins très différents. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a aussi frappée, c'est cette perception vraiment du danger. Et je pense que l'expérience de la révolution d'octobre et puis de tout ce qui a suivi a sans doute rendu ces personnes leur a donné une acuité par rapport à ce que pouvait être le totalitarisme. Alors, ce qui est de déchirant, évidemment, dans ce destin et dans ce livre, c'est que cette perception du danger, eh bien, elle doit être réactivée, alors même qu'on pensait être en lieu sûr, en France, dans le pays dit des droits de l'homme, où tout d'un coup, la défaite et le gouvernement de Vichy vont de nouveau la faire entrer dans un cycle de difficultés, et même cette fois de persécution en tant que juive. Alors, comment Raissa Bloch vit-elle ce moment de la défaite et de l'occupation ? Alors, en fait, elle sent, là encore, les choses arriver, puisque elle tente dès 1938-39 de trouver un poste aux États-Unis. Malheureusement, si on peut dire, Michel Gorlin a recommencé une thèse, enfin, il avait passé sa thèse allemande, il doit faire une thèse française pour pouvoir envisager une carrière à l'université, ce qui, dans son cas, paraît assez réaliste. Donc, Michel Gorlin a alors épousé Raissa, donc ils fonctionnent en couple. Et puis ils sont aussi insérés dans les réseaux slavisants, puisqu'on a parlé beaucoup de Ferdinand Lott. Il y a un autre personnage majeur qui est un petit peu une figure protectrice, c'est André Mazon, qui est très important à l'époque. Oui. Et donc André Mazon a pris sous son aile Michel Gorlin jusqu'à le considérer presque comme un second fils. Et donc il lui promet, entre guillemets, que s'il termine sa thèse, eh bien, il y aura possibilité de faire carrière à l'université, et il y a déjà trouvé une place de bibliothécaire à l'Institut d'études slaves. Donc c'est visiblement une vraie promesse. Et donc Michel veut absolument terminer sa thèse. Et il y a une sorte de course contre la montre en 1939-40 où il finit sa première thèse, il doit déposer sa seconde, et en mai 41, il est convoqué à la police. Étant donné qu'il est dans cette situation véritablement de fin de thèse, il faut qu'il soit absolument en règle avec les autorités. Et donc il se rend à la convocation, et c'est en fait un piège, puisqu'il s'agit de ce qu'on a appelé la rafle du billet vert, qui a touché notamment les juifs polonais parisiens. Et donc il est immédiatement monté dans des bus puis dans un train pour être envoyé à Pithiviers, dans un des grands camps du Loiret qui concentraient les populations juives et qui ont été vidés lors de la rafle du Veldiv pour accueillir de nouveaux raflés.
Et donc dans cette période, on voit Raissa Bloch tenter à la fois de survivre pour elle-même, de protéger leur enfant, de faire des démarches pour obtenir la libération de Michel et se heurte évidemment aux difficultés immenses de la période. Voilà, tout à fait. Donc à la fois, elle ne peut plus vivre de son travail puisque les bibliothèques sont alors interdites aux Juifs. Donc elle doit véritablement là compter sur la solidarité de Ferdinand Lott et d'André Mazon. On ne sait pas bien comment elle réussit à survivre parce que véritablement elle a très très peu de revenus. Et donc, voilà, André Mazon s'efforce de continuer à payer le salaire de Michel alors qu'il est en prison. Enfin, c'est des choses comme ça. Et puis, par ailleurs, tout ce cercle de professeurs, notamment autour des études de l'Institut des études slaves, va se mobiliser pour essayer de faire sortir Michel de Pithiviers, parce qu'en parallèle, Michel a obtenu un poste aux États-Unis et André Mazon a obtenu les visas pour que toute la famille puisse partir aux États-Unis. Et donc, il y a un espoir qui existe encore que cette possibilité de fuite soit possible. Et là, à nouveau, il va y avoir une course contre la montre qui va se jouer en défaveur de Michel et de Raissa, puisque on arrive au moment de juillet 42, donc de la rafle du Veldiv, et Raissa est menacée, donc elle doit fuir à nouveau. Elle donne à garder sa fille Dora à André Mazon, qui va la recueillir pendant plus d'un mois, et donc à ce moment-là elle doit fuir, et c'est juste à ce moment-là également que Michel est envoyé à Auschwitz. Donc ils ne pourront jamais bénéficier de leur visa pour les États-Unis, c'est trop tard. Et du coup, elle passe dans une forme de clandestinité, et sans cesser d'ailleurs de penser aux autres, de s'engager notamment afin d'essayer de sauver ceux qui peuvent l'aider, de sauver des enfants. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'elle est arrêtée en 1943. Oui, donc elle rejoint en fait le réseau de l'OSE, donc l'organisation de secours aux enfants, l'œuvre de secours aux enfants, et là, elle va devenir éducatrice dans une maison d'enfants, ce qui lui permet non seulement de se protéger elle-même, mais aussi de prendre soin de nombreux autres enfants, la plupart orphelins, qui sont recueillis dans ces maisons. Et parmi ces enfants, elle accompagne certains vers la frontière suisse. Et après l'envahissement de la zone libre, donc la situation devient encore plus compliquée pour elle, puisque elle-même se trouve en zone libre, et donc elle décide de passer elle-même la frontière. Et c'est à ce moment-là, donc on est à l'automne 43, qu'elle est arrêtée par les douaniers suisses et refoulée en fait, et donc livrée à la Gestapo. Et donc là, elle est immédiatement donc arrêtée, d'abord internée à la prison d'Annemasse, puis transférée à Drancy, et très rapidement elle est déportée à Auschwitz. C'est un moment où les déportations sont extrêmement nombreuses, les convois se succèdent à quelques semaines l'un l'autre, et donc elle a juste le temps de prévenir sa famille, ses amis, qui là encore répondent présents, qui lui fournissent des couvertures, qui lui fournissent des affaires chaudes. Donc là encore, c'est un petit miracle pour l'historien, parce que on a retrouvé ces dernières lettres donc qui viennent de Drancy, mais qui viennent même du convoi, puisque du convoi, elle jette un dernier petit mot à l'adresse de l'Institut d'études slaves, et ce mot est recueilli par un garde-barrière qui l'envoie à l'Institut d'études slaves, et les personnes l'ont gardé. Donc voilà, c'est absolument terrible, hein, vous le reproduisez dans le cahier photo de l'ouvrage, ça se termine par « Je pense à vous avec tendresse et je veux revenir chez vous, au revoir », et ce sont ces derniers mots transmis de Raissa Bloch. Alors une vie évidemment brisée, d'autant que leur enfant meurt aussi durant la guerre, donc oui. De cette famille brillante et pleine de vie, rien n'est resté sauf le souvenir de leurs proches, qui l'ont quand même entretenu, même si il a fallu votre livre pour qu'il réémerge aujourd'hui, mais dans l'immédiat, il y a quand même des gens qui ont voulu que ce destin ne tombe pas complètement dans l'oubli. Tout à fait.
autant Ferdinand Lott qu'André Mazon et les autres professeurs de l'Institut d'études slaves donc ont vraiment veillé à écrire des nécrologies, d'abord à rechercher, savoir si il n'était pas vivant, hein, d'abord, et puis quand la certitude a été certaine de leur mort, eh bien ils ont voulu leur rendre hommage donc au couple qui avait beaucoup marqué et également leurs amis donc russes, écrivains, poètes, certains ont écrit des textes et certains se sont rassemblés pour publier une anthologie de leurs textes poétiques puisque Michel était aussi poète. Donc il y a eu ce souvenir très fort et je pense que la conservation des lettres marque aussi ce soin à ne pas oublier ce couple qui était visiblement assez étonnant et qui fonctionnaient très très bien ensemble, même s'ils avaient une différence d'âge aussi peu commune, puisque Michel a 11 ans de moins que Raïssa, mais donc c'est aussi l'image de deux personnes, mais d'un couple qui a marqué les contemporains et dont ils ont voulu perpétuer le souvenir. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, il y a un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs strictement sur l'histoire qu'on vient de raconter? Alors peut-être un ouvrage qui touche pour une part la période, donc la période de la guerre, c'est l'ouvrage de Jean-Michel Chaumont, Survivre à tout prix, qui s'attache à réfléchir sur l'honneur des résistants et la capacité à conserver dignité et honneur dans toute forme de circonstances, même les plus extrêmes. Donc essayer de retrouver une sorte de discours moral dans notre monde contemporain. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'histoire des sciences et d'histoire de la médecine avec Laurent-Henri Vigneault pour son livre écrit en collaboration avec François Salvadori, Antivax, les résistances aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr et pour toute question ou contact sur Twitter @paroledhist ou par mail paroledhistoire@gmail.com. À bientôt.